Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle interview et cette fois-ci, l'invité c'est Charles Jourdain. Charles Jourdain qui est combattant québécois, qui évolue dans la catégorie des poids plumes à l'UFC, qui est aussi ancien double champion de l'organisation canadienne TKO et qui vient tout juste de s'imposer en main card de l'UFC 288 face à Kron Gracie. Salut Charles, j'espère que tu vas bien. C'est vraiment un énorme plaisir de pouvoir discuter avec toi. Merci à toi de m'inviter, man. Je suis content d'être là. C'est très difficile d'avoir des médias francophones euh, des, des, qui ont un intérêt pour les sports de combat. Puis surtout au Québec, le Québec est un petit peuple, puis on pense encore que c'est tous des barbares. Fait que c'est très, très difficile d'avoir des interviews en français. Fait que je suis content. Quand je peux le faire, je suis très content. Bah écoute, le plaisir il est partagé, hein, Charles Jourdain, parce que bah, t'es l'un des combattants francophones les plus suivis et surtout au-delà d'être suivi, les plus appréciés. Et je te le dis avec beaucoup de sincérité. Je te le disais dans l'introduction aussi, Charles, tu sors d'une magnifique victoire sur décision unanime face à Kron Gracie. Après une performance que la majorité des spécialistes du MMA ont qualifiée d'intelligente, on t'a jamais senti en danger, même lorsque tu t'es retrouvé au sol face à un pratiquant de jiu-jitsu brésilien extraordinaire comme Kron, et puis debout, il n'y avait pas photo entre toi et lui. Tu étais beaucoup plus agressif, beaucoup plus actif, beaucoup plus précis. Bref, j'imagine que tu es satisfait de ta performance, même si en connaissant ton style, on peut se douter que ce que tu voulais faire, c'est t'imposer sur un finish. Est-ce que tu es satisfait de ta performance? Absolument. C'était la première fois qu'on appliquait vraiment une stratégie. Tu sais, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai un style flamboyant, mais ce style-là a fait en sorte que j'ai été malheureusement dans certains revers avec des décisions qu'on peut qualifier controversées. Exemple contre Shane Burgos, qui était le numéro 14 il y a deux combats. Tu sais, j'ai enchaîné beaucoup de combats l'année dernière, puis il y a quelques reprises, j'ai été à des split decisions, un draw, une décision majoritaire pour Shane. Tu sais, c'est tout le temps des trucs que j'aurais pu ne pas faire face si j'avais combattu un petit peu plus intelligemment, si on veut. Mais c'est correct. Je suis arrivé à l'UFC à 23, j'étais encore jeune et fougueux. Quand tu regardes les champions, la moyenne d'âge chez les champions à l'UFC, c'est 32-33. C'est moi dans 5 ans, si c'est pas 6. Fait que, c'est quand même dans longtemps. Donc, j'ai le temps de grandir. Puis malheureusement, la dernière fois, c'était à l'UFC Paris. Puis c'est pas pour donner des excuses. Je suis pas un monsieur excuse. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que j'étais malade cette semaine-là. Puis quand j'ai fait la déshydrate, j'ai coupé mon poids d'environ 160 livres. Je sais que vous dites en kilos, vous, mais malheureusement, je ne connais pas les chiffres en kilos. Mais j'ai descendu de 160 à 145. Puis lors du processus de réhydratation, je vomissais, j'étais malade, je filais vraiment pas bien. Et j'ai réhydraté à 147 livres. Donc, j'ai repris environ 1 livre 30 en 24 heures. Mais j'ai fait de mon mieux. Je regretterai jamais UFC Paris parce que c'était un événement historique. Mais mon Dieu que j'étais pas là. Je l'ai fait. Je suis content. Mais juste la différence, j'ai pris une pause. J'ai combattu Kron. J'ai passé de 145 à 160. J'étais fort, rapide, stratégique. Donc, on a vu une très bonne évolution. Le petit 8 mois que j'ai pris en dehors de la cage me fait du bien. Ouais, c'est vrai que justement, je regardais ton interview accordée à Michael Bisping juste avant, où tu parlais de l'UFC Paris, le fait que tu t'es senti pas très bien. Tu parlais des pounds, mais je pense que ce que tu veux dire, c'est qu'après t'être réhydraté, tu pesais légèrement au-delà des 70 kilos après avoir validé ta pesée à 66 kilos. Enfin bref, quand tu t'es réhydraté, t'as pas repris énormément de poids, ce qui n'est pas normal en quelque sorte. Ben, c'est à chaque fois que j'ingérais, quel que soit un liquide, je le vomissais, de la bouffe, je la vomissais, mon corps rejetait tout. Puis après avoir parlé avec les gens du PI, l'Institut de performance, le IP, si vous voulez, de l'UFC, avec les tests et tout, on est venu à la conclusion. Tu sais, j'ai fait 6 coupes de poids dans le temps d'un an. Parce que même à un moment donné, j'étais supposé aller combattre Telia Topuria, qui est sorti de l'événement parce qu'il n'était pas capable de faire le poids. Moi, je l'ai fait. Puis c'est ça, d'environ de septembre à septembre de Julian Erosa à Nathaniel Wood à Paris. J'ai fait 6 coupes de poids. Fait que c'est montre, descend, montre, descend, montre, descend. Puis, à un moment donné, mon corps, c'est juste la façon de dire ça suffit, relax. Fait que ça c'est très difficile physiquement. Mais
je le regrette pas. On peut pas vivre avec des regrets, on peut seulement vivre avec le fait qu'on apprend de nos erreurs. Puis on a vu qu'il y a 2 jours, on a vu une version améliorée de Charles Jourdain. Et ça, c'est dû au fait de toutes les erreurs et toute la faute que je me suis mis sur les épaules pour faire de moi un meilleur combattant et un meilleur homme. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir justement devant ta performance face à Kron. C'est vrai que bah, tu as affronté énormément de combattants, d'adversaires au style différent, mais est-ce que tu dirais, Charles, que Kron Gracie, c'est peut-être le combattant le plus prestigieux que tu as affronté, première chose, et que tu as battu surtout? En termes de legacy et de nom et d'accomplissement, absolument. En MMA, je dirais non. Je pense que ce serait encore Hurricane Shane Burgos parce que lui a fait son nom avec le MMA, tandis que Kron a fait son nom avec le sport du Jiu-Jitsu. Son père, ses oncles, tu sais, son oncle Roy, c'est encore le héros à Georges Saint-Pierre. Tu sais, ça montre à quel point la barre était haute pour lui. Puis j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de médias qui étaient très durs à son égard. Mais comme Bisping a dit hier, quand je lui ai parlé, ou Daniel Cormier et même Joe Rogan, il dit les gens sont rough avec Kron, mais il ne faut pas enlever le fait que Charles a réussi à neutraliser toutes les meilleures armes de Kron dans cette performance-là. Il y en a qui disent il est washed up, il n'est pas bon. Attendez un petit peu, il y a eu une guerre exceptionnelle, un Fight of the Night avec Cobb dans le temps. Puis après ça, il y a eu sa victoire contre Alex Caceres, qui est en ce moment ranké plus haut que moi dans les rankings. Il a Mhm, battu Alex Caceres en 2 minutes. Puis mhm. Alex est encore plus haut que moi en ce moment. Donc, faut lui rendre ce qui lui revient, même s'il n'a pas eu la meilleure performance de sa carrière. Moi, j'ai réussi à le neutraliser avec les mains, même les amener au sol. Puis quand il faisait le pull guard, je gardais l'intérieur des biceps pour pas qu'il puisse attaquer mes bras. Les gens disaient pourquoi tu te relevais pas? C'est parce que Mhm. la seconde que tu sépares ton upper body, le haut de ton corps et tes bras, c'est là que tu te fais attraper, tu te fais prendre un de tes bras. Puis il y avait une garde très dangereuse, mais j'étais capable de neutraliser ces attaques. Ouais, c'est pas vraiment une contre-performance de Kron, c'est plutôt toi qui as réussi de manière brillante à faire déjouer ses plans. Et ce qui est aussi intéressant à dire, Charles, c'est que pour la première fois de ta carrière, tu faisais ton retour dans un octogone après avoir encaissé 2 défaites consécutives. Corrige-moi si je me trompe aussi, c'est aussi la première fois que tu combattais en main card d'un UFC pay-per-view ou d'un UFC numéroté. Tu devais avoir quand même une grosse pression sur tes épaules, pourtant j'ai pas senti que tu étais sous pression. Comment est-ce que tu as géré ça, toi, d'un point de vue personnel? Je suis quelqu'un qui est très transparent dans les interviews que je fais parce que je sais qu'il y a d'autres combattants ou il y a d'autres jeunes qui peuvent regarder ça et se dire ah, cool, je vois qu'il est humain comme moi, c'est normal. Donc, j'avais très peur. Et aussi, surtout, de se dire hey, si j'ai un troisième revers, ça peut être bye-bye. L'UFC peut dire ciao, ciao, mon gars. Même si je viens de signer un nouveau contrat avec eux, ils peuvent dire c'est terminé. Donc, toute la semaine, tu te fais rappeler que tu es sur une séquence de 2 défaites. Toute la semaine, tu te rappelles que ça peut être ton last strike, un peu comme au Mhm. baseball, 3 strikes, t'es out. Après ça, tu dis ah, qu'est-ce qui arrive si je perds? Est-ce que je vais avoir donné 11 ans de ma vie dans quelque chose? Puis là, j'aurais plus rien. Il va falloir que je me trouve un 9 à 5. Qu'est-ce qui se passe? OK, c'est ça. Tu sais, ton mind, il joue contre toi. Ton cerveau cherche à te protéger puis à te dire. Il cherche la facilité. Donc, c'est à toi de contrôler. Tu sais, quand on dit mes démons, etc., je pense pas que c'est des énormes démons parce qu'on fait le choix de se mettre dans cette carrière-là. C'est rien comparé à ce que certaines personnes vivent dans notre monde. Mais par contre, ça a quand même son lot de mon Dieu, je pourrais être chez moi, je pourrais jouer à Minecraft puis manger la pizza en ce moment, mais non, je me challenge, j'ai faim, je suis en train de couper le poids. Si je perds, c'est fini. Si je. Ta, puis ton cerveau, man, il te bombarde de, de routes plus faciles que tu pourrais Mhm. prendre. Oh, tu vois, je suis à la campagne en ce moment. Là. Ils viennent nous voir. J'ai mon perro aussi, j'ai mon chien Léo Ah, qui est c'est trop là. mignon. Ouais, fait que j'ai mes potes. Mais c'est ça. Euh, Tous les combattants qui sont là avec le micro à la conférence de presse, j'ai pas peur. On a tous peur. Mhm. Parce que tu es à une défaite de passer une soirée nulle, de jouer avec ton legacy, de jouer avec ton argent aussi. Ça, c'est Mhm. une chose qu'il faut comprendre. Quand tu perds la moitié de ta bourse. Mhm.
Il n'y a pas d'autre sport comme ça. Le gars qui va jouer au basket, là, il fait sa game, lui, il les a ses millions. Pas nous, man. Nous autres, c'est coupé en deux, man. Fait que, tu sais, t'imagines-tu arriver à ta job puis que ton boss dit, OK, si aujourd'hui, tu n'as pas une performance impeccable, je te coupe ton salaire en deux. Mhm. Ça fait mal, ça. Donc, ouais, c'est tous ces petits aspects-là qui font en sorte que c'est très dur mentalement, mais une fois que Parce que je pense qu'être courageux, c'est pas de ne pas avoir peur. Être courageux, c'est d'avoir peur et d'affronter tout ça quand même. Donc, c'est, je pense que c'est de la grosse merde quand il y a des combattants qui jouent au tough, j'ai pas peur, nanana. Oui, on l'a tous peur. Puis ça fait de nous des meilleurs humains à avoir peur. Ah, non, mais c'est clair que, honnêtement, Charles, c'est vrai que les combattants, que ce soit des combattants de boxe, de kickboxing, de Muay Thai et les combattants de MMA, vous êtes très clairement les gladiateurs des temps modernes et chaque homme, chaque femme qui décide de rentrer dans un octogone ou sur un ring mérite absolument tout notre respect. D'ailleurs, c'est vrai qu'au micro de Joe Rogan, donc juste après ta victoire sur décision unanime, bah, la preuve que, une fois de plus, t'es un vrai gladiateur, t'as dit que tu voulais affronter Edson Barbosa à ton prochain combat, qui est une légende à l'UFC, bien évidemment, qui reste sur une victoire sur KO au premier round contre Quarantillo. Pourquoi est-ce que t'as pensé à Edson en particulier? Je l'avais déjà call out après ma dernière séquence de victoire parce que j'étais dans une belle position. À la place, ils m'ont donné Shane. Puis avec une victoire contre Shane, ça me donnait accès à Edson. Donc, tu sais, il y avait déjà une espèce de démêlé Twitter, puis on faisait un petit back and forth, si on voulait. Donc, c'est juste parce que le dernier camp d'entraînement a tellement été dur. J'ai fait venir des gars de judo ceinture noire, des gars de mon équipe, aussi les gars du Brazilian Top Team, des gars de Jiu-Jitsu. C'était tellement dur comme camp. Je passais mon temps à taper, je passais mon temps à me faire choke. Les gars commençaient avec mon dos. OK, tu vas avec ces 5 partenaires ceinture noire-là. Après ça, tu vas avec lui. Après ça, c'était l'enfer, man. Ça a été un camp d'entraînement extrêmement difficile. Puis ça joue dans ta tête aussi parce que quand tu es rendu avec ton 5e partenaire, là, tu te dis, crème, il n'est pas bon, il n'est pas aussi bon que Kron, lui. Il a pas gagné à DCC, etc. Puis il réussit à me pogner avec des soumissions. Écoute, je suis fatigué, j'ai mal, etc. Fait que là, ça a été un camp d'entraînement très douloureux, physiquement et psychologiquement. Donc là, de me dire que je pourrais faire un camp d'entraînement à la classic striking, que je peux aller voir mes amis de Glory à Toronto, Bazooka Joe Valtellini, qui est un coach exceptionnel, ancien champion de Glory, euh, que je pourrais aller m'entraîner avec lui. Il avait fait venir justement un combattant de Glory français, je me souviens plus de son prénom, merde, ça me fait chier. Je l'ai sur le bout de la langue, mais il est numéro 3 en ce moment chez les lightweights. Guéric Billet? Oui, exactement. Puis j'ai sparé avec lui, puis on a échangé. Très intelligent, très plaisant à parler. Puis ça me fait du bien aussi de me lancer dans mon monde de striking, un monde que j'aime beaucoup, la boxe thaï, la boxe et le kickboxing. Donc, de savoir que je pourrais avoir un match-up avec Barbosa, ça me rendrait, ça ferait en sorte que je pense que je passerai un bon camp d'entraînement. Tu passerais un bon camp d'entraînement et nous, personnellement, en tant qu'amateurs de MMA, je pense on va prendre beaucoup de plaisir devant ce combat. Justement, est-ce qu'il y a déjà eu à ce stade des discussions entre ton équipe et l'UFC pour matérialiser ce combat ou est-ce que c'est encore un petit peu trop tôt? Non, il a mis un truc sur Twitter, pas sur Twitter, excuse-moi, sur Instagram, puis il a dit Be careful what you wish for. Ok. Puis je lui ai envoyé des vannes, là, mais tu sais, des vannes canadiennes. Tu sais, on est très réputé pour être respectueux. Je niaisais, puis après ça, il avait posté une photo de lui qui est en train de lire un livre. Puis j'ai demandé à mon coach qui est brésilien, je dis comment j'écris, tu sais même pas lire. Fait qu'il a pris mon téléphone et écrit, tu sais, ta gueule, tu sais même pas lire. Avec son... Fait que tu sais, c'est juste des coquetteries comme ça. Tu sais, à la fin de la journée, c'est lui, on appelle ça le A-side dans notre monde, le côté A, qui veut dire que comment je pourrais dire ça, il a payé ses 12, il est là, puis moi, tu sais, je suis plus le up-and-comer, donc c'est lui qui a l'entièreté des droits de dire ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. Donc, c'est la balle est dans son camp s'il veut faire un bon combat. Puis, tu sais, comme j'avais dit dans l'interview, j'avais dit, tu sais, moi, je ne vais pas essayer de t'amener au sol. J'ai oublié ça, là, ce ne sera pas une guerre de couille-couille, on se fait des câlins, là. Ça va être une guerre de je te tire dessus jusqu'à temps qu'il y en ait un qui tombe. Puis je pense que ça semble intéresser aussi, mais à suivre.
Un fer à suivre. En tout cas, moi personnellement, j'espère vraiment que ce combat se fera. Tu en parlais tout à l'heure, Charles. C'est vrai qu'entre 2021 et 2022, tu as combattu à 6 reprises, avec en plus de cela un court laps de temps entre chacun de tes combats. Alors, je t'ai entendu dire dans d'anciennes interviews, pardon, que ben, le fait d'être actif, c'était cool pour toi parce que ça te permet premièrement de progresser, de t'améliorer, puis deuxièmement, financièrement parlant, c'est aussi assez intéressant. Plus tu combats, mieux t'es payé. J'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, c'était plus du tout ta philosophie et ton état d'esprit. On a compris que le cutting difficile avant l'UFC Paris rentrait en jeu, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui expliquent, qui fait qu'aujourd'hui, tu as tout simplement décidé de changer de fusil d'épaule? La maturité, le temps, c'est des ingrédients du succès. Et le fait, comme j'ai dit, je suis arrivé relativement assez jeune à l'UFC à 23, là, je suis rendu à 27. Puis de voir aussi que c'est ça, que les champions sont vieux maintenant. Ça n'arrive plus des champions à 22, 23 ans maintenant. Il n'y en a plus. Tu sais, je pense que le plus jeune qu'on avait, c'était Peter Yan à 29. Puis, tu sais, c'est quand même dans 2 ans pour moi, tu sais, 29. Fait que, tu sais, moi, je me donne cet objectif-là de prendre mon temps, arriver avec une stratégie, puis de m'assurer que je peux transformer toutes ces split decisions-là, ces draws-là en victoire. Parce que, comme je dis, ça fait doubler ton argent. Ça fait en sorte que tu as plus de sponsors. Ça fait en sorte que tu avances plus en tant que combattant plus accompli. Ça me fait du bien aussi d'être un anytime, anywhere guy. T'sais, genre n'importe quand vous m'appelez, je suis là. J'ai eu des fights last minute dans d'autres catégories. J'ai eu plein de choses que j'ai faites. Puis j'ai aucun regret. Mais là, mon nom, il est là. J'ai pas, j'ai plus besoin de vouloir trop me faire un nom. J'ai juste besoin de get in, faire des sous, garder ma santé, puis me rapprocher tranquillement du top 15, du top 10, du top 5 et qui sait un jour peut-être une ceinture. Il y a énormément de fans de toi qui t'apprécient aussi parce que tu prends des risques, parce que tu acceptes les combats 2 3 mois au niveau du court laps de temps. Aujourd'hui, effectivement, c'est vrai qu'on a senti, d'ailleurs ça s'est senti face à Kron Gracie, tu as une approche beaucoup plus intelligente, beaucoup plus disciplinée pendant les combats. Mais comment tu vas faire le parfait équilibre entre stratégie intelligente, être discipliné et en même temps donner du spectacle, ce à quoi tes fans s'attendent à chacun de tes combats. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a deux choses à prendre en considération. La première est que le fight IQ des fans augmente drastiquement avec le temps. Donc, tu sais, après le combat, j'ai pris le temps de dire, tu sais, je suis désolé quand j'étais dans sa garde, mais vous devez comprendre, j'étais dans la garde d'un Gracie. C'était très difficile de rendre ça très excitant. Puis les gens se sont mis à se lever, à applaudir et crier, tu sais, en voulant dire, on le sait, c'est pas c'est pas toi qu'on bouait, c'était lui qui essayait qui rendait le combat plate, si on veut. Par Mhm. contre, je pense que mon style, si tu me mets exemple avec quelqu'un qui veut danser, ça va être la meilleure danse de la soirée. Mhm. Ils ont parlé de Belal Geo, il y a plein d'autres noms chez les featherweight avec qui je sais que ça va faire un spectacle de la mort parce que même si tous les gars qui disent qu'ils veulent striker avec moi, ils finissent tous par me coller contre la cage puis essayer de m'amener au sol. Mais c'est ça, un tango, ça se danse à deux. Puis je pense qu'il y a beaucoup de bons combattants chez les poids plumes qui aimeraient ça aller mano à mano. Tu sais, Kron, c'était vraiment. Ça a été quand même un combat excitant pour le temps que c'était debout, mais c'est sûr qu'au sol, c'était très dangereux. Donc c'est ça que ça l'a fait que le excitement était moins là. Mais je vois ce que tu veux dire. Par contre, si quelqu'un veut faire striking, même si j'arrive avec une stratégie, ma stratégie, c'est toujours de kill. C'est toujours d'essayer de faire le plus mal, puis de trouver les shots qui vont terminer le combat. Donc, puis en plus, je pense que c'était ma deuxième victoire par décision. Je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas gagné par décision. Puis j'aurais pu changer la donne, mais là, j'étais vraiment là pour la victoire. Puis il suffisait d'une erreur avec Kron. Les Mhm. gens disaient pourquoi tu ne faisais pas des combinaisons de 4 à 5 coups, tu faisais juste des one punch sort, 2 punch sort. C'est parce qu'il suffit qu'il passe en dessous de un, puis qu'il se ramasse dans ton dos, t'es fini. Mhm. Il y a le fait que c'était Gracie aussi, que ça rendait ça plus difficile de faire un show. Mais quand je regarde des gars chez les poids plumes, je pense qu'on a des opportunités de faire des bons tangos.
Ah, ça c'est clair et net. C'est d'ailleurs l'une de mes dernières questions en ce qui concerne l'adversaire potentiel dans la catégorie des featherweights qui pourrait te plaire. Ce qu'il faut dire, c'est que tu as pris 8 mois aussi pour revenir après ton combat. T'en parlais tout à l'heure face à Nathaniel Wood à l'UFC Paris. Tu t'es incliné malheureusement sur décision unanime. Alors c'est vrai que c'était pas la première fois que tu perdais. Pourtant, c'est vrai qu'on a senti que cette défaite en particulier, elle t'a fait très mal, que ce soit physiquement et surtout d'un point de vue psychologique. Qu'est-ce qui fait que cette défaite face à un très bon combattant, Nathaniel Wood, tu t'es pas fait humilier, tu t'es pas fait terminer, c'était pas un chaos, c'était pas une soumission, mais qu'est-ce qui a fait que cette défaite, elle t'a vraiment fait du mal? Ben, c'était un ramassis de la dernière année. Tu sais, même mes pieds étaient. J'avais un pied brisé, j'avais une main qui avait une microfracture. Il y avait rien que j'avais pas. Puis là, j'avais tout le temps la mentalité I don't care, I don't care, I don't care. Puis là, c'est de perdre, sachant que t'es meilleur que ça. Je l'ai regardé une fois le fight. C'était un bon combat, c'était back and forth, mais de savoir que c'était ma performance la plus à chier. Vraiment, je regardais ça, j'étais, man, t'as pas lancé un coup de pied, t'as pas lancé tes hooks, t'as pas managé à distance. Je faisais juste avancer en shell guard, je mangeais des coups, puis j'en redonnais. Puis, puis un gros facteur était vraiment la réhydratation. Tu me vois remarcher vers mon coin, et tu me vois, je me frappe les jambes, je suis là, man, je comprends pas, mon corps m'écoute pas. Fait que c'est comme si tu dirais, tu serais assis, puis tu te dis, ah, je vais me lever, puis t'es pas capable de te lever, t'es là, j'essaye. Un peu comme la paralysie du sommeil, là, tu sais, des gens qui voient quelque chose sont comme c'est là que ça se passe, mais t'es pas capable de bouger. Fait que ça m'a fait sentir faible. Puis j'ai dit non, jamais je vais me représenter dans un état comme celui-là. J'étais déçu non seulement pour moi, mais j'étais déçu pour les fans français. Mais ils ont aimé le combat de ce que j'ai vu, puis tout. Donc, c'est pas plus grave. J'ai passé à autre chose, mais ça m'a fait mal overall. Toutes les blessures accumulées, tous les combats, toutes les coupes de poids, tout. Puis de voir que quand tu as une opportunité comme UFC Paris historique, puis j'ai la pire performance de ma carrière, j'étais là, ah, ça fait chier. Donc, je me suis dit, plus jamais Charles Jourdain va se présenter comme un faiblard comme ça. J'ai cru comprendre aussi que, bah, apparemment, Georges Saint-Pierre, tu l'as croisé à l'aéroport après ta défaite à l'UFC Paris. Il t'a parlé, il t'a réconforté. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il t'a dit en fait, Georges Saint-Pierre, qui est, pour les rares qui ne le connaîtraient pas, une légende des sports de combat et du MMA? Ouais, c'était un peu un locker room talk, fait que je peux pas élaborer sur les mots Mhm, exacts de cette légende qui est mhm. Georges, mais principalement c'était prends ton temps. C'est relax. Combat là, combat là, combat lui. OK, accepte un catchweight. OK, change de catégorie, va à 155, blablabla. Il dit, prends ton temps. Donc, de faire un pas de reculon m'a permis d'en faire 5 vers l'avant. Puis, c'est ça, d'avoir un homme aussi exceptionnel que Georges m'offrir quelques conseils. Il m'a aussi envoyé des conseils avant le combat contre Kron, d'utiliser des feintes, de souvent lever les genoux pour être sûr que Kron il pense deux fois avant de mettre son visage pour shooter. Donc, j'apprécie énormément le temps que Georges m'offre parce que j'ai jamais couru vers Georges. Je pense que c'est un homme qui a payé ses douces, c'est un athlète incroyable. Puis j'ai jamais été là, hey Georges, je suis le prochain Québécois. Est-ce que hey Georges, je vais pas le déranger. C'est un homme exceptionnel, travaillé fort pour tout ce qu'il a. Puis le fait que, tu sais, même quand je l'ai rencontré, je sens que je veux pas le déranger. Tu sais, j'ai dit bonjour Georges, on s'est serré la main, il dit ça va Charles, nanana, tu sais, d'un ton super amical. Mhm. Mais moi, je veux pas être celui. Georges, j'ai besoin de toi, nanana. Tu sais, je voyais souvent dans mes réseaux sociaux après une défaite, il devrait aller voir Georges. Georges veut pas être coach, il le dit à plusieurs reprises. Georges veut pas se mettre le nez dans les affaires des autres. Georges veut vivre sa vie comme il a envie de la vivre. Puis moi, en tant que guerrier qui a énormément de respect pour lui, je vais pas, je serai pas un égoïste en disant, hey, j'ai besoin de toi. Mhm. J'ai besoin, puis hey, donne-moi, puis non, 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 non. Donc, je suis très content que ça se fait indirectement par le fait qu'on est québécois, il y a un respect partagé. Puis donc, il m'offre des conseils avant ma performance contre Crown. J'étais très content de ça. Tu sais, je lisais un article du Journal de Montréal avant cette interview, et comme titre de cet article, en fait, c'était écrit Charles Jourdain n'est pas Georges Saint-Pierre, mais il faut le respecter. Alors,
Dans cet article, ça parle de toi, ça parle de ta victoire contre Kron Gracie, ça parle aussi de Rory McDonald, hein, qui a de son côté assez souffert des comparaisons justement avec JSP. J'aimerais savoir, Charles, est-ce qu'au Québec, on te considère comme le successeur de JSP? Et si oui, c'est quoi ton avis là-dessus? Et on est très différents en termes de personnalité, puis le Québec met beaucoup d'accent là-dessus. J'ai pas la langue dans la poche. Les médias, donc, et les médias très de gauche, si on veut, puis ils même pas. Puis moi, tu sais, quand je suis à la radio, je me gêne pas à dire ce que j'ai envie de dire, de ce que j'aime. Je suis quelqu'un de très transparent, puis on dirait que ça les frustre un peu. Ils essaient de faire en sorte que les athlètes d'ici, pour avoir de l'attention, il faut pousser un narratif. Encore une Mhm. fois, le narratif vaccin COVID, le narratif restez chez vous, ne vous entraînez pas, ne sortez pas prendre du soleil. Tu sais, ils voulaient nous forcer à prendre un modèle tellement faible pour notre société. Puis moi, j'ai jamais voulu adhérer à ça. Tandis que, puis je dis pas que Georges le fait loin de là. Par contre, Georges arrivait avec une mission dans ses interviews. C'était, exemple, il voulait parler du bullying pour faire la promotion tu sais, de à quel point l'intimidation peut avoir un bon côté, mais il faut essayer de la contrôler. C'est comme les arts martiaux, tu sais, il était très art martial, art martial, art martial. Donc, on est très différents dans nos personnalités. Puis, tu sais, ce que les médias aiment pas, c'est que j'ai pas besoin d'eux. Tu sais, Mhm. quand je fais une interview, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui vont tirer du bien de ça. Puis je suis content. Mais sur mes réseaux sociaux, tu sais, j'écris vraiment ce que je veux. C'est le Far West, mes réseaux sociaux. Puis les gens aiment ça parce qu'ils se reconnaissent là-dedans. Tu sais, ils essayent de dire ah, c'est cette figure d'extrême droite, Charles Jourdain. Je suis pas d'extrême droite, man. Je fais juste dire que c'est pas normal qu'une drag queen va lire des histoires à des enfants. Esti. Il y a de quoi qui marche pas là-dedans, là. Ou en tout cas, tu sais, que maintenant les hommes peuvent aller battre le record de sous-développé couché d'une femme, puis là, c'est rendu que la Miss America, c'est un homme. T'es là, hey, man, il y a de quoi qui marche pas, là. Fait que tu vois, quand je dis des affaires comme ça va contre leur narratif. Puis moi, dans ma tête, je suis comme Chris, c'est juste normal, là. C'est pas normal que les autres femmes sont en bas du podium, puis les trois sur le podium, c'est des gars. Il y a de quoi qui marche pas derrière ça. Fait que tu vois, quand je dis des choses comme ça, les médias, ils sont là, on l'aime pas parce que ci, parce que ça, puis nanana. Puis là, quand ils m'invitent, puis là, ils disent comment tu trouves ça, tu sais, un peu comme s'ils mettaient en punition. Moi, je leur dis, j'ai pas besoin de vous. J'ai plus de views sur mon TikTok, sur mon Instagram que vous avez à votre télé de merde. Puis ça les fait chier parce que leur télé est en train de descendre. Je fais des podcasts avec plus de views, je fais des interviews avec toi, avec d'autres gens, puis c'est maintenant ça le nouveau modèle de médias. C'est ça qui pogne, c'est l'information qu'on peut aller chercher ouvertement. C'est pas j'ouvre la télé puis je laisse la télé penser pour moi. Non, j'aime comment lui pense, je vais aller le regarder, etc. Donc, excuse-moi, j'ai dérivé un petit peu, mais Pas de souci. c'est pour ça. Et ils disent, ah, Charles a besoin de respect. J'en veux pas de votre respect. Moi, je veux mes sous, je veux fight, puis je veux montrer c'est quoi la piraterie. Je suis un fan de B2O extrême. Tu sais, je prends mon bateau et je navigue. Il y en a qui disent comment tu te sens de représenter le Canada et le Québec? Je dis, moi, je représente les gens qui ont envie de se faire représenter. Que tu sois français, que tu sois belge, que tu sois de la Thaïlande, que peu importe d'où c'est que tu viens, si je peux t'apporter un brin de positif dans ta vie ou un peu de motivation, ben j'ai gagné. Je suis content. Donc, je sens que je navigue comme je veux. Puis s'il y a des gens qui peuvent trouver du bien dans ce que je fais, je gagne. C'est vrai que ton image, ton pathos, on va dire, tranche avec l'image lisse que peut avoir Georges Saint-Pierre. Et du coup, si je comprends bien ce que tu dis, ton image, ton franc-parler, parce que tu as le droit de dire ce que tu veux, hein, on est dans une démocratie, on a le droit de dire ce qu'on veut comme tu viens de le faire. Peut-être que ça gêne un petit peu les médias, certains médias, on va dire, québécois, chose que je ne savais pas, mais du coup, je comprends beaucoup mieux le contexte. Je te parlais de la division des featherweight tout à l'heure, Charles, mais elle est en pleine ébullition parce qu'on a Volkanovski, qui est un champion incroyable dans cette catégorie, qui a même posé des problèmes à Islam Makhachev dans la catégorie au-dessus, qui devrait défendre sa ceinture face à Yair Rodriguez, qui lui aussi a un style très divertissant, qui est champion intérimaire. On a un Joshemet Ilia Topuria dans les prochaines semaines qui lui aussi va être spectaculaire comme combat. Et puis il y a Max Holloway qui a battu Arnold Allen il y a quelques semaines toujours. Si toi tu pouvais choisir un top featherweight, même si pour l'instant t'es pas encore dans le top 15, lequel de ces monstres invétérés à 66 kilos est-ce que tu choisirais d'affronter?
Max. Every and Max, c'est mon dream match-up. Là. J'étais tout petit, puis j'allais au restaurant quand j'étais encore un amateur, puis je le regardais aller, puis de savoir que je pourrais avoir une démêlée avec un de mes héros, ce serait un très grand accomplissement personnel. Ah là là, un combat Max Holloway-Charles Jourdain, ce serait tout simplement fou. Il me reste une dernière question à te poser. On parlait de l'UFC Paris tout à l'heure. On sait que normalement l'organisation devrait faire son retour dans la capitale française en septembre, rien d'officiel, mais ça sent bon. Est-ce que par hasard, Charles, on pourrait te voir une nouvelle fois combattre à l'UFC Paris, du coup peut-être en septembre 2023? Je serais honoré absolument de refaire une carte à Paris, d'arriver bien préparé. Je vais arriver d'avance aussi, à cause le décalage horaire était quelque chose quand même que j'avais pas assez pris en considération. Donc, oui, ce serait un honneur. Par contre, je ne peux pas dire oui. J'ai pas eu de conversation avec mon manager ni avec l'UFC encore. Là, j'ai besoin d'un mois. Je vais aller chasser. Puis, je vais bien manger, bien relaxer. Ensuite, on regarde qu'est-ce que l'UFC a de plan pour moi. Ouais, c'est vrai que tu ressors tout juste d'une belle victoire. Tu as gagné le droit de profiter de cette victoire face à Kron Gracie. Merci beaucoup, Charles, de m'avoir accordé de ton temps précieux pour répondre à mes nombreuses questions, il faut le dire, pour cette interview. Est-ce que tu as peut-être un message à faire passer pardon, à tes fans et aux personnes qui vont regarder cette interview? Ouais, like and subscribe à la chaîne. C'est cool d'avoir des gens qui prennent le temps de parler avec nous, les combattants, surtout dans ma langue, dans ma vraie langue. Je suis très, très honoré de pouvoir partager ça avec toi. Tes questions étaient sharp. C'est pas juste les fameuses questions. Allô, Charles, est-ce que tu te sens prêt pour ton prochain combat? C'est comme quelques. Non, 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 t'as des bonnes questions. J'ai adoré, man. Puis c'était un honneur de discuter avec toi. Donc, merci beaucoup.